l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de l'école française en matière de formation et de recherche. Le Premier ministre ivoirien et le président du Conservatoire des arts et métiers de Paris ont échangé sur la question. Les chrétiens se rendent aujourd'hui dans les églises et les cimetières pour commémorer les morts en ce lendemain de la Toussaint, jour de la fête des morts. Ils formulent des prières spéciales pour le repos de l'âme des défunts. Ouverture demain lundi de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il va être question de définir les politiques de santé, approuver le budget, le programme de travail de l'OMS dans la région et élire le directeur régional de l'OMS Afrique. La Côte d'Ivoire est candidate à ce poste. Bienvenue sur RTI 1. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de faire le point de l'actualité. Les journées de l'administration agricole délocalisée sont à leur 3e édition. À qui s'adressent ces journées? Quels en sont les objectifs? Quel est le bilan de cette 3e édition? Noun Koulibaly, directeur général de la planification, du contrôle des projets des statistiques du ministère de l'Agriculture, est avec nous. Il va répondre à ces questions. Bonjour Monsieur Koulibaly. Bonjour Madame. Eh bien, nous ferons le bilan des journées de l'administration agricole. Elles se sont tenues du 16 au 18 octobre dernier, juste après le point de l'actualité. Direction Boaké, comme la plupart des chrétiens, ceux de la chapelle Sacré-Cœur ont célébré hier la Toussaint. Le reportage de Kwadio Kwame. Au sommet de ce rocher, en pleine savane baoulée dans la région Ngban-Nzipri, la chapelle Sacré-Cœur au-dessus de la grotte Notre-Dame de la Divine Miséricorde. Lieu de haute spiritualité, de foi et de charité. Raviara se veut aussi le lieu de pénitence, du rappel du baptême, lieu où habite l'Esprit de Dieu pour célébrer ses mystères. Pour le nonce apostolique, ce lieu de rassemblement de l'Église vivante est pour la prière afin de la consolidation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Je dirais le cœur de la Côte d'Ivoire, non? Alors c'est un signe d'unité. Que les pays puissent vivre dans la paix. L'entame de l'existence de ce lieu de prière est glorieuse, mais la route est encore longue pour servir de base au développement intégral de Raviara. Et lorsque nous nous rassemblons pour faire souvenir de toutes ces personnes qui sont passées sur la terre avant nous, c'est en même temps dans l'espérance de nous voir un jour aussi partager cette joie-là. Ce sanctuaire va déborder du plan spirituel pour atteindre le développement intégral de Raviara. Intervient alors la bénédiction de la chapelle Sacré-Cœur, centre de louange, d'action de grâce, fontaine d'où jaillira l'eau du salut. Pour le ministre d'État auprès du président de la République, Marie doit servir d'appui pour arriver à Jésus-Christ. Ça permet aux chrétiens de s'élever, aller toujours vers Jésus, s'élever dans tout ce qu'ils font chaque jour, regarder le Christ que Dieu nous a envoyé pour pouvoir nous aimer. Arriver à Jésus-Christ afin de décharger tous ceux qui souffrent de tout fardeau. En ce jour de la commémoration des défunts, il est également enseigné la manière de marcher pour rencontrer Dieu. Et aujourd'hui, 2 novembre, fête des morts, lendemain donc de la Toussaint, de nombreux chrétiens se rendent dans les cimetières pour fleurir une tombe, pour adresser une prière, une pensée pieuse aux défunts parents. Le constat de Pargassoro connaît. Cimetière d'Anono, il est 10 heures. L'ancien chef de ce village, situé dans la commune de Cocody, décide de donner plus d'éclat aux différentes tombes de ses défunts parents. Le 2 novembre, ça dit c'est la fête des morts. Donc il faut commémorer la mémoire de nos morts. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus pour renouveler un peu leur maison, soit disons la maison de tout le monde, qu'ils ne soient pas oubliés. Autre commune, même réalité. Au cimetière municipal d'Abobo, Bernard, commerçant, fait nettoyer la tombe de son père envahie par la broussaille. C'est très important pour nous pour venir faire un peu de prière, pour venir nettoyer les tombes, pour ranger les lieux propres. Valentine, elle, ne retrouve plus la tombe de sa mère. On venait de temps en temps, mais on n'avait pas le temps de venir toujours. Après plusieurs coups de fil à ses frères, Valentine est heureuse. La tombe de sa mère a été retrouvée. En tout cas, conseil qu'il peut donner à mes amis, là, en tout cas, s'ils ont le temps qu'ils peuvent venir, au moins une fois dans le mois, pour venir vérifier. C'est encore plus mieux. Non loin de là, François, journaliste, se recueille sur la tombe de sa défunte épouse. Il est soutenu par ses frères. La journée des morts, la journée de nos défunts, pour nous,
prier pour eux, de continuer à prier pour eux, afin que leur repos soit éternel et paisible. Cette journée consacrée aux morts, célébrée le lendemain de la fête de la Toussaint, est un moment privilégié de recueillement, un jour pour faire des prières en faveur des disparus. Le Premier ministre a eu une rencontre avec le président du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. La coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur a été le sujet principal et l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de l'école française en matière de formation et de recherche. Hugues Veblé. Le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris veut une collaboration renforcée avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Tinkan en a été informé par le président de l'école parisienne. Le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris marque son engagement à aider l'INPHB à remplir au mieux sa mission de formation. Trois dimensions importantes, c'est travailler avec l'INP de Côte d'Ivoire sur tous les projets que nous avons de formation partagée. C'est développer, grâce à cette collaboration que nous avons avec l'INP, de nouveaux projets qui sont traits à la professionnalisation, à la meilleure reconnaissance des compétences, à la diffusion d'outils pédagogiques. Et au-delà, c'est d'essayer de voir comment un certain nombre d'outils, d'expertise que le CNAM, que le Conservatoire national des arts et métiers développe, peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire pour permettre à tous les jeunes ou aux salariés, aux actifs, tous ceux qui le souhaitent, d'avoir le vrai développement professionnel qu'ils méritent et qui sera aussi source du développement de la Côte d'Ivoire. Le barrage de Soubré est en plein toilettage depuis le 25 février 2013. Après 20 mois de travaux, le Premier ministre a procédé sur place à une évaluation à mi-parcours. Il en ressort que le chantier est réalisé à ce jour à 30%. Gabriel Zani. Le barrage de Soubré doit être livré en fin 2018. Mais déjà, 21 mois après le lancement des travaux en février 2013, l'ouvrage est réalisé à 30%. Un très bon avancement des travaux selon Daniel Kablan-Tinkan, le Premier ministre qui était sur les sites du barrage le vendredi 31 octobre. Avec le déroulement des travaux, la date de livraison du barrage pourrait être avancée en 2017 selon le ministre Adama Toungara. Le taux d'avancement est supérieur à ce qui avait été prévu au départ. Nous devons être à peu près à 20%, aujourd'hui nous sommes à 30%. En ce qui concerne les paiements, la Côte d'Ivoire doit payer 140 milliards sur les 331 milliards et nous nous acquittons, de même que Exim Bank, des paiements de façon régulière. Le Premier ministre a félicité le ministre du Pétrole et de l'Énergie, les responsables de Côte d'Ivoire Énergie et les partenaires techniques du projet pour cette performance. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré comprend la construction des barrages hydroélectriques de 275 MW et la réalisation des réseaux d'évacuation de l'énergie associés. L'objectif d'ici 2020 étant que tous les villages dont la population est supérieure à 500 habitants soient électrifiés. Le projet comprend deux parties, la construction du barrage, des cités des exploitants et les mesures d'accomplissement environnemental et social. Le tout estimé à 331 milliards de francs CFA et financé en partie par l'État ivoirien, le gouvernement chinois et Exim Bank Chine. Le barrage de Soubré va accroître le potentiel hydroélectrique de la Côte d'Ivoire, évalué à 2000 MW, dont seulement 25% sont utilisés à ce jour. Un autre barrage dont les travaux de construction ont démarré, c'est celui de Moulango dans le département de Farkessédougou, d'un coût de 6 milliards 329 millions de nos francs. Ce projet vise à accroître la production agricole et halieutique en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. Sangopari dans la sous-préfecture de Farkessédougou. L'agriculture ivoirienne entre dans une nouvelle dynamique. Le projet d'aménagement hydro-agricole de Sangopari, avec la construction d'un barrage de 4 300 000 m3 d'eau, avec en aval une plaine de 175 hectares pour la riziculture et un périmètre maraîcher de 50 hectares. Ce projet financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest africaine de développement BOAD vise à accroître la production agricole et halieutique pour une bonne sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il contribuera à la réduction de la pauvreté en milieu rural avec plus de 2500 emplois. C'est donc un projet porteur d'espoir
dont le lancement a été fait par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Koulibaly. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement sont au travail pour faire de la Côte d'Ivoire un pays aimé et envié de tous, a-t-il indiqué. Nous avons un défi, celui de l'autosuffisance alimentaire, et les objectifs qui ont été assignés à l'ONDR notamment pour la production de riz, c'est de faire en sorte que d'ici 2016, nous puissions atteindre le point d'équilibre et qu'après 2016, nous puissions exporter aux besoins des excédents de production. Donc le barrage rentre exactement dans le cadre de cette ambition du président de la République. Pour ce projet, Sangopari bénéficie également d'infrastructures socio-économiques, une école primaire avec logement d'enseignants, 5 forages équipés et 12 latrines modernes. La population salue cet engagement du gouvernement de demeurer à leur côté. Il faut dire que ce projet va permettre aux parents de manger la satiété et ça va créer de l'emploi, ça va permettre d'accroître la production, surtout que la ville de Ferke est productrice de tomates, aubergines et tout ça. Je pense que c'est un très grand projet. Après Bon dans la Bagoué, c'est donc Sangopari dans le Tchologo qui contribuera à gagner le pari de l'autosuffisance en riz de notre pays. Et les journées nationales de la valorisation de l'agriculture 2014 vont se tenir du 4 au 6 décembre prochain. Il s'agit de la 4e édition et elle va mettre un accent sur la croissance démographique et les défis de la sécurité alimentaire. Patricia Omouetia. La ville de Bondoukou abritera bientôt les journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Initiée par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, cette 4e édition a pour thème croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les JNVA 2014 invitent hommes et femmes de notre pays à valoriser l'agriculture et l'élevage en s'y adonnant pour en faire une meilleure promotion auprès de la jeunesse. La particularité des JNVA 2014 est la grande innovation avec le Festivian. Il s'agira pour nous de permettre à tous ceux qui avaient pour métier la chasse de se reconvertir dans l'élevage et dans l'agriculture. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, l'Ebola, c'est une maladie de brousse. Donc si nos parents, depuis des années qui s'adonnaient à la chasse, n'ont pas d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins, on aura des surprises. Donc aujourd'hui, le partenariat qui nous lie au ministère des Ressources animales et halieutiques nous permettra de faire la reconversion des chasseurs en éleveurs. L'édition 2014 des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire va enregistrer la participation de nombreux acteurs du monde rural, occasion pour célébrer et récompenser paysans et éleveurs. Demain lundi s'ouvre à Cotonou, au Bénin, la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Un des points principaux de la rencontre, l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique, et la Côte d'Ivoire est candidate. Mais il va être également question de définir la politique de santé, approuver le budget et le programme de travail de l'OMS dans la région. Delphine Blas. Bénin, palais des congrès de Cotonou. Dans 24 heures, l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Des sujets sur la table, entre autres, Ebola en Afrique de l'Ouest, Fonds africain pour les urgences de santé publique, plan stratégique régional pour la vaccination. Une session qui sera marquée par l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique. Thérèse Aya Ndrioma, candidate de la Côte d'Ivoire, sera opposée à 3 autres dames du Botswana, du Mali, du Bénin et à un homme de la République démocratique du Congo. Les critères à remplir pour tout candidat: parfaite connaissance et sincère adhésion à la mission de l'OMS, aptitude reconnue à diriger, aptitude reconnue à gérer, aptitude médicale et qualifications professionnelles et compétences techniques. La candidate ivoirienne, qui totalise 30 ans d'expérience, réunit toutes ces conditions. La première disposition requise par l'OMS pour postuler, c'est d'être docteur d'État en médecine. Donc, je suis bien docteur d'État en médecine depuis 1983. Et en plus de cela, j'ai eu donc une bonne formation académique puisque je suis professeur titulaire d'hépato-gastro-entérologie. Et j'ai donc beaucoup d'expérience également en santé publique. Je suis allé sur le terrain
pour mener des actions de médecine de proximité par rapport à la sensibilisation sur des grandes maladies comme l'hépatite virale, le VIH-Sida, les maladies digestives. Et puis, j'ai occupé de hautes fonctions. Une fois élue, celles qui bénéficient du soutien du président Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien comptent apporter beaucoup aux Africains. Apporter quelque chose dans la bonne gouvernance. Et ça c'est important. Cette gouvernance devrait être basée sur la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte de ce que nous faisons, ce qui nous ferait gagner de la confiance et augmenter également les investissements dans la santé. Le professeur Ndrioma Thérèse a inscrit une action importante dans le système sanitaire ivoirien. C'est la création de la première ONG de lutte contre le sida à Kounda AVS, Côte d'Ivoire. Celle qui a placé la santé au cœur de l'émergence de l'Afrique s'engage une fois à la tête de l'OMS Afrique à remodeler le visage sanitaire de l'Afrique. Troisième passage des journées nationales de vaccination contre la polio dans la région du Gore. Les parents encore réticents ont été sensibilisés sur l'importance de la vaccination pour le bien-être de leurs enfants. Thérèse Yoboué. Pour ce troisième passage des journées nationales de vaccination contre la polio, ce sont plus de 150 000 enfants de 0 à 5 ans qui sont concernés par l'opération dans le district sanitaire de Gagnoa. Une occasion saisie par le directeur départemental de la santé pour présenter un tableau plus que satisfaisant des résultats obtenus des campagnes de vaccination menées depuis 1988 grâce à l'assistance technique, financière et logistique de l'OMS, l'UNICEF et de CDC Atlanta. Pour lui, le pays est sur la bonne voie dans l'éradication totale de la polio, car depuis le 24 juillet 2011, aucun cas n'a été notifié et confirmé sur l'ensemble du territoire national. Une quinzaine de maires qui se sont distingués pour leur régularité dans le suivi des séances de vaccination contre la polio ont reçu des présents. Le district sanitaire d'Akoupé, Yakassé à Tobrou, atteint plus de 70 000 enfants et le centre de santé d'Assikoun, 2566 pour la période du 31 octobre au 3 novembre 2014. Les partenaires impliqués dans la lutte contre la poliomyélite ont exhorté les agents vaccinateurs à redoubler d'efforts afin de toucher tous les ménages et vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Dr Fatoumata Bamba et le secrétaire général de préfecture d'Akoupé ont appelé les populations à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs. C'est une occasion pour protéger leurs enfants contre la poliomyélite, une maladie invalidante. La Côte d'Ivoire, classée 5e lors de la compétition mondiale de stratégie et de gestion d'entreprise pour jeunes managers, c'est la première fois qu'un pays africain occupe une telle position à ce prestigieux concours qui est maintenant à sa 33e édition. Adama Koné. Pour la première fois, un pays africain, la Côte d'Ivoire, réussit à bousculer les grands pour se positionner dans le top 5 du prestigieux concours international de management, Global Management Challenge. La compétition a eu lieu à Sochi en Russie, où le drapeau ivoirien a flotté parmi les meilleures équipes. À plus de 10 700 km de Sochi, au bord de la lagune ébriée, l'équipe victorieuse de managers ivoiriens est célébrée au sommet. Vous me permettrez d'insister encore une fois sur le grand intérêt que porte le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, aux jeunes et surtout à la question de la formation et éducation. Car, comme le dit l'adage, il n'a de richesse que d'homme. Chacun des lauréats, en jeune manager averti, trouve le mot juste pour gérer son émotion. Ça a été une bonne période d'apprentissage pour nous parce que nous avons beaucoup appris en termes de management, en termes de gestion d'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est un moyen pour nous de pouvoir mieux faire face au monde de travail. Les perspectives sont bonnes déjà au niveau de mon entreprise. Je suis de plus en plus en vue, on me fait de plus en plus confiance sur les dossiers, les projets stratégiques. Pour le ministre en charge du budget, l'excellence dans toute activité doit se nourrir du concept RATP. R, c'est le rêve. Parce que tout part du rêve. Sans rêve, rien n'est possible. Le A, c'est pour l'audace. Il faut prendre des initiatives, susciter et provoquer des opportunités. Le T, c'est le travail. Le travail et encore le travail. Le P, c'est la persévérance. Le Global Management Challenge est à sa 33e édition. La Côte d'Ivoire est à sa 3e participation.
Cette compétition consiste à mettre les jeunes managers en situation virtuelle de gestion d'une entreprise dans un environnement concurrentiel. Les éliminatoires nationales de la 4e édition sont ouvertes et le 7 mars 2015, l'équipe championne ivoirienne sera connue, avant de se rendre à Prague, en République tchèque, pour la 34e édition mondiale. Favoriser et augmenter le volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Nigeria, c'est tout l'objectif du partenariat signé entre les chambres de commerce de ces trois pays. Francis Bafo. Premier bénéficiaire de cet accord de coopération signé entre la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane, les opérateurs économiques ivoiriens et nigériens. Nous avons pas mal d'opérateurs économiques ici qui ont la difficulté pour pénétrer le marché de Belge. Cet accord de collaboration que nous venons de signer, ça va les aider à pouvoir rentrer en Belgique, exercer, traiter avec les partenaires qui sont là-bas. L'accord que nous venons de signer ici, ça va bénéficier aux opérateurs ivoiriens aussi qui sont adhérés à notre chambre qui veut pénétrer le marché de Belge. Ça suscite l'engouement de toutes les chambres, de tous les investisseurs en Côte d'Ivoire, d'essayer de se regrouper afin de permettre l'amélioration du contexte des affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Par cet accord, la Chambre de commerce et d'industrie bilatérale ivoiro-nigériane et la Chambre de commerce belge s'engagent à explorer les opportunités d'affaires en termes de recherche de clientèle, à partager leurs expériences en matière de pénétration de marchés internationaux. Le quartier Doucouré, dans la commune de Yopougon, a reçu le soutien du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. 15 familles avaient perdu leur maison dans un incendie qui a également tué un couple et laissé 6 enfants orphelins. Nous Sangaré, Pargas reconnaît. Yopougon, quartier Doucouré. Les populations de ce quartier reçoivent la visite d'une délégation du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Une visite qui fait suite à l'incendie survenu dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre dernier. Incendie qui a provoqué des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. La délégation conduite par Edmé Mansila, directeur des cabinets adjoints du ministre Anne-Désiré Ouloto, est venue manifester la solidarité du ministère aux populations sinistrées. Sacs de riz, cartons d'huile, du lait, du savon, des pâtes alimentaires, des seaux, des nattes et une enveloppe de plus d'1 million de francs CFA leur a été offert. Nous sommes venus apporter l'appui du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en donnant des vivres, des non-vivres et également une enveloppe pour chacune des familles, pour chacun des enfants scolarisés, et des enfants étudiants et pour permettre également, puisque les défunts ont laissé un enfant, une jeune fille de 15 ans et un bébé de 6 mois. Donc c'est également pour assurer la prise en charge psycho-socio-médicale de cet enfant de 6 mois qui sera mis en attendant à la pouponnière pour l'aider et à la jeune fille également. Un geste apprécié par les habitants du quartier Doucouré. La pluie est vraiment très très bienvenue. Déjà, le ministère a pris vraiment tout en compte. Ils ont envoyé les vivres, ils ont envoyé les non-vivres pour permettre aux élèves qui partent à l'école de pouvoir continuer, malgré tout ce qui est arrivé, de pouvoir continuer au moins leur scolarité. Ce sont au total une quinzaine de familles sinistrées qui ont reçu des dons de la part du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le conseil régional du Lodjibois a lancé une vaste opération. Il s'agit de réhabiliter et de construire des infrastructures scolaires. Ces travaux démarrés depuis 1 an sont maintenant à la phase d'inauguration. Chantal Akanda. Double cérémonie d'inauguration d'infrastructures scolaires enregistrée dans la ville de Divo. Une salle spécialisée pour le lycée moderne et 4 classes pour le collège moderne. Longtemps attendues par les responsables de ces établissements, ces infrastructures viennent combler un vide. Cependant, beaucoup reste à faire, notamment une clôture pour sécuriser le lycée moderne de Divo. Tandis qu'au collège moderne, le plus grand établissement de Divo, en termes d'effectifs, c'est un ouf de soulagement que vont pousser plusieurs centaines d'élèves, car depuis la rentrée des classes, ces derniers continuaient à se tourner les pouces à la maison, faute de salle de classe. Pour le président du conseil régional du Lodjibois, Roland Zakba Comenan, l'école a une importance stratégique dans la construction nationale.
Il a indiqué que, sur un total de 6 secteurs d'activité, l'éducation occupe 37% du budget d'investissement du Conseil. 44 projets, notamment les constructions de salles de classe et logements de maîtres, sont inscrits au programme. 5 sont entièrement réalisés, 37 en phase d'achèvement et 2 prévus pour démarrer au cours de ce mois de novembre. Ce sont près de 2 milliards qui sont prévus pour le secteur de l'éducation. Le préfet de Divo a encouragé les conseillers régionaux dans la voie choisie et invité les acteurs de l'école à jouer avec conscience leur partition. Parlons culture, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire distingue les mécènes des arts et de la culture. Au nombre des récipiendaires, le président Alassane Ouattara pour son soutien aux artistes ivoiriens. Serge Coléa. Une distinction à la dimension du récipiendaire. Le super prix diamant du mécène de la culture, décerné au président de la République, Alassane Ouattara, par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, consacre les efforts du président de la République pour le bien-être des acteurs du secteur des arts et de la culture. Le prix a été réceptionné par son conseiller chargé de la culture et de la francophonie. Les arts font partie, en tout cas, des piliers des actions de développement du président de la République. Au nom du président de la République, pour féliciter la Fondation et tous ses responsables, les encourager à persévérer, car c'est au bout de l'effort qu'on a les meilleurs fruits. Le président de la République, qui a institué, a indiqué Aimon Williams, président de la Fondation, une pension alimentaire de 300 000 francs CFA au profit de 15 anciennes gloires, tout en promettant d'offrir un toit à certains artistes. Pour la Fondation, le président de la République, depuis son accession au pouvoir, est en train de tracer une politique pour ne plus que les artistes soient ses éternels assistés. Cela signifie que tout ce que les artistes font, ça lui tient à cœur et que leur vie aujourd'hui constitue l'une aussi de ses priorités. Je voudrais remercier sincèrement son Excellence le président de la République. À la suite du président de la République, une vingtaine de personnalités, de leaders d'opinion ou de simples anonymes qui investissent sans compter pour les artistes ont été primés. Ils ont reçu soit le prix mécène d'or ou le prix mécène d'argent. Aimon William a annoncé pour bientôt la remise du grand prix d'honneur au président Henri Konan Bédié à Daoukro. Il a souligné que Henri Konan Bédié est un soutien pour les artistes de Côte d'Ivoire, notamment des icônes telles que Baïs Pinto et Ernesto Djidji. La fête de l'Abissa bat son plein à Grand Bassam. Chaque année, un fils d'Nzima est honoré pour ses valeurs et son travail. Cette année, c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a été fait chef des Nzima. Doigt de laser. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, appelé désormais Sa Majesté Kablan Ier. Il a été fait chef de la tribu des Nzima Kotoko, une distinction pour son courage et sa détermination dans l'exercice de sa fonction à la tête du gouvernement ivoirien et son implication dans les projets de développement de Grand Bassam, tels que la réalisation de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan incarne pour le développement une personnalité de haut rang. Et le peuple Nzima reconnaissant, mais à travers tout le peuple de Côte d'Ivoire, voit le travail immense qu'il abat chaque jour. Il est un des nôtres et il fait notre fierté. À chaque édition de l'Abissa, un fils de Nzima est distingué par le roi, Sa Majesté Aoula Tanoé Amon, pour ses qualités et son excellence au travail. Au nom de Sa Majesté Kablan Ier, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a traduit sa reconnaissance au peuple Nzima pour la confiance et la considération à l'endroit du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'Abissa, célébrée depuis des siècles, est une école de valeurs, une école d'enseignement aux valeurs. Et ce sont ces valeurs qu'incarne Kablan-Duncan. Votre frère, votre fils, Kablan-Duncan, dont vous connaissez l'humilité, relevé ici tout à l'heure, est touché par cette marque d'attention. Abissa 2014, l'événement culturel du peuple Nzima, qui a débuté il y a environ une semaine, prendra fin ce dimanche 2 octobre.
journées de l'administration agricole délocalisée se sont tenues du 16 au 18 octobre dernier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Leur objectif, rapprocher l'administration centrale du monde rural et recueillir les préoccupations des acteurs agricoles. Monsieur Noun Koulibaly, vous êtes le directeur général du contrôle des projets et des statistiques du ministère de l'Agriculture. Alors, comment est-ce que vous définissez ces journées de l'administration agricole délocalisée? Les journées ont été initiées par le ministre de l'Agriculture en 2012 et c'était effectivement pour répondre à un besoin d'être plus proche des acteurs du monde agricole, de pouvoir écouter effectivement, comme vous l'avez dit, leurs préoccupations, prendre leurs aspirations et leurs attentes et surtout de voir sur le terrain est-ce que les programmes que nous montons au niveau central et que nous exécutons en région sont exécutés comme il se faut et que ces problèmes-là, effectivement, rencontrent l'adhésion, non seulement l'adhésion, mais également les aspirations de ces populations. Et vous avez dit être plus proche des populations. Alors pourquoi des journées spécifiques et pourquoi ne pas rapprocher une fois pour toutes les services administratifs agricoles des paysans? Vous savez, nous avons une organisation qui est faite de telle sorte que régulièrement, nous avons des missions qui partent sur le terrain pour nous remonter l'information. Nous avons également les directions régionales et les directions départementales qui sont en région et en département pour travailler effectivement avec ces populations tous les jours. Mais en matière d'agriculture, vous savez, établir la confiance entre les acteurs du monde agricole et, bien entendu, l'administration est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça permet d'accélérer la croissance. Au-delà de toutes les théories macroéconomiques, pour augmenter la croissance dans un pays, il y a quelque chose d'absolument important. Comment vous faites pour donner la confiance aux acteurs économiques? Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement justement pour donner cette confiance-là? Et donc, le ministre de l'Agriculture se déplaçant pour aller sur le terrain permet effectivement de donner plus de confiance à ces acteurs. Alors, comment nous faisons? Quand nous y arrivons, il y a 3 grands événements. Alors, ces grands événements, c'est d'abord des visites de terrain pour se rendre compte effectivement de tout ce qui est fait comme réalisation physique. Et ces relations physiques, leurs bien fondés sont également expliqués aux populations qui viennent. Ensuite, il y a des audiences publiques. Au cours de ces audiences publiques, il y a bien entendu des doléances qui sont posées, mais au-delà des doléances, il y a des appuis directs qui sont faits aux populations et qui répondent à leurs problèmes que nous avons trouvés sur place et qui peuvent changer effectivement selon la programmation, selon le temps. Et le troisième axe dans cela, c'est également de faire des rencontres, des audiences avec le corps préfectoral, les autres services déconcentrés qui sont sur place et bien entendu avec les populations pour essayer d'évaluer ce qui a été fait pour eux, ce qui est leur challenge, leur défi actuel et comment adresser ces défis dans l'immédiat avant bien entendu de rentrer sur Abidjan. Et comme vous l'avez dit, le ministre a reçu les populations, il a reçu les paysans. Quelles sont les doléances principales qui ressortent? Alors, disons en gros, les doléances qui sont ressorties ont concerné dans un premier temps les pistes de dessert agricole. Si vous savez, les pistes de dessert agricole permettent de faire l'évacuation des produits des grandes zones de production vers les grandes zones de consommation. Il y a eu une dégradation de ces pistes au fil des années. Donc les doléances ont porté sur la réhabilitation de ces pistes, bien entendu. Et le ministre a informé donc les populations dans les différents endroits où nous sommes passés que des actions sont déjà en cours pour réhabiliter ces linéaires de pistes agricoles. Il y a au total 5000 km de pistes de dessert agricole qui vont être réhabilitées d'ici à 2015. Les doléances ont également concerné, bien entendu, les infrastructures agricoles. Pour augmenter la production, il faut effectivement des barrages, il faut effectivement des magasins de stockage qui permettent de servir de tampons avant l'évacuation, bien entendu, dans les zones de consommation. Et donc ces doléances ont été posées par les populations et nous leur avons informé qu'il y a déjà des actions en cours pour mettre en place non seulement des barrages hydro-agricoles dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, mais également pour la construction d'infrastructures de marché et d'infrastructures de stockage et de conditionnement des produits agricoles, qui va permettre, bien entendu, à ce que ces produits-là ne soient pas des produits qui arrivent sur les marchés de consommation avec un état de dégradation avancé. C'est absolument important pour, bien entendu, répondre à la cherté de la vie. Et ça, ce sont les doléances. Vous avez parlé aussi d'appui direct, vous avez parlé d'actions en cours. Où en sont ces actions concrètement sur le terrain? Ok, les appuis directs,
se sont passés, j'allais dire, il y a eu des appuis directs à Ferké, il y a eu des appuis directs au niveau de Bundiali, des appuis directs au niveau de Korogo, puisque ce sont les régions qui étaient concernées. Et ces appuis directs ont concerné, bien entendu, des kits de production agricole pour un montant avoisinant les 500 millions de francs CFA. Il y a eu également des appuis directs sous forme de subventions à des femmes qui ont présenté un certain nombre de micro-projets que nous avons jugés cohérents avec la politique nationale, bien entendu, agricole actuellement, et ces projets ont été financés. Donc, un montant total de 1,2 milliard. Et puis, il y a également des appuis directs aux producteurs d'anacarde. Vous savez, au niveau du sous-secteur anacarde et coton, les producteurs de coton ont déjà une promotion, ont déjà des prix d'excellence que les égreneurs leur donnent. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu, pour l'anacarde. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore de grandes usines de transformation de l'anacarde. À un moment donné, il était important de reconnaître leurs mérites et de les encourager à la production. Donc également, il y a eu des appuis directs à ces producteurs qui ont été jugés les plus méritants et qui ont eu des appuis directs en termes de matériel agricole, en termes d'équipement et en termes, bien entendu, j'allais dire d'argent, de chèques qui leur ont été remis pour leur permettre effectivement d'augmenter leur capacité de production à leur niveau. Et j'allais justement vous demander alors à quand la transformation véritable de nos produits sur place? Alors nous sommes en train d'y travailler. L'objectif en réalité est de faire en sorte que d'ici à 2016, bien entendu, que nous puissions transformer au moins 35% de la production d'anacarde sur place. Et donc il y a des actions d'incitation à la transformation qui sont en train d'être menées. Vous avez certainement vu dans nos éléments, quand nous sommes partis, bien entendu, sur le terrain, sur les JAAD, nous avons visité une usine de transformation d'anacarde à Kolia. C'était un signal fort que le ministre a voulu donner à toutes les initiatives privées, que ce soit au niveau national ou au niveau international, qui veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire pour faire la transformation, un signal fort pour leur dire qu'effectivement l'État de Côte d'Ivoire est prêt à avoir des mesures d'incitation pour que la transformation sur place de l'anacarde puisse se faire. La semaine surpassée, il y a eu également l'inauguration d'une usine de transformation d'anacarde dans la zone de Boaké et qui va permettre effectivement de donner l'engouement aux autres privés qui veulent s'installer dans le secteur agricole pour la transformation des produits. Absolument, ce qui est déjà une avancée. Alors quel est le bilan que vous pouvez faire de cette troisième journée de l'administration agricole délocalisée? Alors cette troisième journée nous ont permis, vraiment pour résumer, de nous rendre compte que ce que nous faisons au niveau central réellement rencontre l'adhésion et rencontre les aspirations et les attentes des populations. Pour toutes les doléances qui ont été signalées par ces populations, il y a toujours eu, en tout cas, une action qui est en cours de mise en œuvre qui permet d'adresser efficacement ces doléances-là. Ça, c'est une satisfaction énorme parce que vous pouvez faire des programmes au niveau central, même envoyer des équipes pour aller regarder est-ce que tout se passe bien, mais en réalité, tant que vous-même, vous ne partez pas pour entendre les populations, dire qu'effectivement ce que vous faites, c'est conforme à ce que nous souhaitons, vous n'avez pas encore réellement atteint, je veux dire, la satisfaction d'action que vous voulez sur le terrain. Et ça, c'est au-delà des chiffres que vous avez certainement vus, en termes d'augmentation de la production, au-delà des chiffres en termes d'augmentation des revenus de ces paysans dans les différentes régions que nous avons visitées. Il est absolument important qu'il y ait une conformité d'action entre ce que l'État fait et ce que les populations souhaitent. Donc c'est un impact important pour la suite des événements. Alors les régions récemment visitées sont la Bagoué, le Poro et le Tchologo. Elles ont été choisies pour cette troisième journée de l'administration agricole délocalisée. Les temps forts dans ces régions avec Francis Boifo. Et on se retrouve tout de suite après. Des tracteurs, des produits phytosanitaires et des vivres aux populations. Des visites de terrain pour apprécier les travaux de réhabilitation ou de construction des barrages dans le cadre du projet d'aménagement hydro-agricole dont l'objectif est d'améliorer la production agricole et halieutique. Des visites également pour se rendre compte des efforts consentis par le gouvernement en vue d'aider les coopératives de producteurs de riz, de mangue et de karité. Autant d'actions lors des journées de l'administration agricole délocalisée JAD 2014 dans les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo au nord de la Côte d'Ivoire.
Les JAD 2014 ont été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, d'échanger avec les responsables des structures sous tutelle de son département ministériel et surtout de recenser les difficultés des producteurs du monde rural et y apporter des solutions. À côté des JAD 2014, l'on note des activités relatives à la célébration des journées nationales de la femme rurale et de l'alimentation. Que retenir de ces journées quand on sait que l'agriculture familiale représente 70% des productions agricoles ivoiriennes au moment où les autorités veulent faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent? Que retenir aussi des JAD, Journée de l'administration agricole délocalisée 2012, 2013 et 2014? Les regards sont tournés vers le ministère de l'Agriculture. Rappelons que nous sommes avec M. Noun Koulibaly, le directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques du ministère de l'Agriculture. Et comme nous venons de le voir dans ce reportage, cette année, l'accent a été mis sur l'agriculture familiale. Alors, M. Koulibaly, est-ce que cela vous a permis de trouver des solutions ou même des ébauches de solutions à l'insécurité alimentaire? Oui, nous avons 2 programmes spécifiques qui aujourd'hui adressent directement la question de l'insécurité alimentaire. C'est le fonds vivrier, je l'ai dit tout à l'heure, qui permet effectivement de sélectionner un certain nombre de micro-projets. Et ces micro-projets s'adressent essentiellement aux femmes et aux jeunes et qui permettent de les installer pour effectivement avoir le moins de production pour augmenter les quantités de production qui sont mises sur les marchés. Il y a également le second projet, c'est le PASA, c'est le programme d'appui à la sécurité alimentaire. Ce programme, depuis 2012, s'adresse à toute la population sur le territoire national. Chaque année, nous donnons des kits agricoles. Après avoir sélectionné les différentes organisations professionnelles agricoles, les différentes coopératives, les groupements même informels, pour leur donner des kits de production. L'idée, c'est de renouveler leurs outils de production, qu'ils ont soit perdus ou bien qu'ils sont devenus vétustes et qui ne répondent plus effectivement aux techniques actuelles culturelles. Donc nous leur donnons ces kits-là pour leur permettre effectivement de booster la production. Et vous avez vu qu'en 2013, la production vivrière a augmenté de 12% par rapport à son niveau de 2012. Oui. Particulièrement si vous regardez au niveau du riz, où nous avions seulement 550 000 tonnes de production de paddy. En 2013, nous sommes passés à 1 250 000 tonnes de paddy. Le double pratiquement. Et voilà, plus que, voilà, effectivement. Et ça, c'est absolument important. Ça permet effectivement d'adresser la question de la sécurité alimentaire. Mais la production ne suffira pas. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai parlé des pistes de desserte agricole, j'ai parlé des magasins de stockage. Il faut permettre que les grandes zones déficitaires en termes de production agricole puissent être effectivement servies par les zones qui sont excédentaires en termes de production agricole. Et ces programmes-là sont en cours également. Alors pour terminer, M. Koulibaly, quelles sont les perspectives pour les prochaines éditions des journées de l'administration agricole délocalisée? Merci. Alors je pense que nous allons peut-être rester dans le même registre que cette année. Le registre de cette année a été effectivement de faire des visites de terrain pour montrer aux populations ce qui est en train d'être fait par l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre de pouvoir mieux, bien entendu, produire. Donc ce sont les visites de sites, nous allons continuer. Nous allons également continuer certainement les appuis directs. Les appuis directs permettent effectivement, quand vous arrivez sur le terrain, de vous rendre compte des difficultés réelles qui sont peut-être arrivées entre-temps, malgré la programmation et la planification que vous avez faite, et donc qui sont arrivées entre-temps et que vous pouvez adresser directement pour soulager les populations. Ça a un levier important pour permettre aux gens de se remettre à la production agricole. Nous allons également rester aussi dans les registres, bien entendu, des audiences. Les audiences permettent de voir comment nous faisons pour rendre plus efficace notre administration agricole. Ils sont sur le terrain au niveau des départements, ils sont sur le terrain au niveau des régions. Il faut leur permettre de pouvoir faire leur travail tel que nous le faisons en centrale. Si on ne se rapproche pas d'eux pour regarder leurs problèmes et les appuyer, ça va être très compliqué. Donc je pense que nous allons continuer dans ces registres. Alors comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ici, on va dire qu'on ne change pas la stratégie qui gagne. Merci M. Noun Koulibaly. Vous êtes le directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques du ministère de l'Agriculture. Nous avons parlé avec vous des 3e journées de l'administration agricole délocalisée. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très bon dimanche sur RTI.